je rejoins le petit salon, cet espace pour passer tout simplement à un peu d'art, à des vignettes qui vont nous faire pas rêver, non, mais qui vont nous proposer de l'émotion et peut-être repenser un peu aussi ce VIH d'une autre façon. Alors nous allons accueillir Claudine Duvivier et également Christine Guibert qui est à notre côté parce que nous allons évoquer tout simplement l'œuvre d'Hervé Guibert. Merci de les accueillir très chaleureusement. Oui, donc on sait que la littérature sur le VIH est plutôt riche, mais s'il y a bien un auteur qui est incontournable dans le paysage de cette littérature, c'est Hervé Guibert. Et nous avons, qui a été donc photographe, journaliste, mais surtout auteur. Et nous avons donc ce soir l'honneur de recevoir son épouse, Christine Guibert, qui va nous faire un hommage à son œuvre. Alors, je fais une très très rapide biographie, d'abord on n'a pas beaucoup de temps. Comme vous voyez sur l'affiche, Hervé donc, est né en 1955, il meurt du sida en 91. Il a beaucoup écrit, et ce qui l'a rendu le plus célèbre, c'est ce fameux livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » qui retrace son parcours de malade du sida, ainsi que celui de son ami Michel Foucault. Il a écrit ensuite le protocole compassionnel, qui est aussi un terme médical. Et son dernier livre, Cytomégalovirus, qui raconte sa dernière hospitalisation, et il meurt fin décembre 91. Donc je souhaitais peut-être d'abord vous lire quelques extraits. Avec plaisir, allez-y. Alors le premier, c'est à l'ami, qui commence par une phrase qui aujourd'hui est aussi connue que celle de Marcel Proust. J'ai eu le sida pendant 3 mois. Plus exactement, j'ai cru pendant 3 mois que j'étais condamnée par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Or, je ne me faisais pas d'idée, j'étais réellement atteint. Le test qui s'était avéré positif en témoignait, ainsi que des analyses qui avaient démontré que mon sang amorçait un processus de faillite. Mais au bout de 3 mois, un hasard extraordinaire me fit croire et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même que je n'avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main, que j'étais condamnée, je n'avouais à personne, sauf à ces quelques amis, que j'allais m'en tirer, que je serais par ce hasard extraordinaire un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable. Des premiers vaccins dont on commençait à parler. Il va rendre visite à son ami qui, dans le livre à l'ami, s'appelle Musil, et qui est donc Michel Foucault. Le lendemain, j'étais seule dans la chambre avec Musil. Je pris longuement sa main, comme il m'était parfois arrivé de le faire dans son appartement, assis côte à côte sur son canapé blanc, tandis que le jour déclinait lentement entre les portes-fenêtres grandes ouvertes de l'été. Puis j'appliquai mes lèvres sur sa main pour la baiser. En rentrant chez moi, je savonnais ses lèvres avec honte et soulagement, comme si elles avaient été contaminées. Et j'étais tellement honteux et soulagé que je pris mon journal pour l'écrire à la suite du compte-rendu de mes précédentes visites. Mais je me retrouvais encore plus honteux et soulagé une fois que ce sale geste fut écrit. De quel droit écrivais-je tout cela ? De quel droit faisais-je de telles entailles à l'amitié ? Et vis-à-vis de quelqu'un que j'adorais de tout mon cœur. Je ressentis alors, c'était inouï, une sorte de vision ou de vertige qui m'en donnait les pleins pouvoirs, qui me déléguait à ces transcriptions ignobles et qui les légitimait en m'annonçant. C'était donc ce qu'on appelle une prémonition, un pressentiment puissant, que j'y étais pleinement habilitée, car ce n'était pas tant l'agonie de mon ami que j'étais en train d'écrire que l'agonie qui m'attendait et qui serait identique. C'était désormais une certitude qu'en plus de l'amitié, nous étions liés par un sort thanatologique commun. Bon, dernier, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je découvrais que c'était une maladie qui donnait le temps de mourir et qui donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir le temps et de découvrir enfin la vie. C'était en quelque sorte une géniale invention moderne que nous avaient transmis ces singes verts d'Afrique.
Mon regard sur les malades de Rothschild est en train de changer. Avant, c'était une hantise de les voir parce que c'était se voir soi-même à tous les stades de la maladie. C'est me voir comme j'étais il y a 1 an et comme je ne le suis plus. Dans cette maladie, on vieillit pratiquement de 10 ans en 1 an. On met 3 ans à 30 ans pour arriver à 60 ans. C'est me voir tel que je suis devenue et que je ne voulais pas le réaliser. C'est assister en même temps à toutes les étapes à venir de la maladie. C'est la preuve des dégradations terribles. C'est être assis à côté d'un malade qui n'en a plus que pour 24 heures. Je ne supportais pas de voir ces êtres émaciés, pelés, avec un duvet d'oisillon sur le crâne, squelettiques et transparents sur leurs vêtements, à bout de force, ne pouvant presque plus avancer, préférant ne pas s'asseoir pour ne pas avoir à se relever, la tête posée en arrière contre un mur. Mon regard passait sur eux, je ne les regardais pas pour ne pas les offenser, comme on m'avait sans doute appris à ne pas regarder dans mon enfance les Mongoliens, les aveugles, les paralytiques. Je ne les regardais pas parce que je ne le pouvais pas, parce que j'avais honte de ne pas être encore eux, et parce que je leur en voulais de me montrer ce que je suis sur le point de devenir. La dernière fois à Rothschild, où j'ai dû attendre 2 heures un rendez-vous qui n'a pas été honoré, mon regard, comme malgré moi, a accompli une rotation sur lui-même. Ces êtres que je n'avais jamais supporté de regarder, dont la vision m'était intolérable, voilà que je les regardais de front et que je les contemplais, que je m'abreuvais sans violence de leur vision. Ils m'ont semblé d'un seul coup incroyablement beaux, incroyablement dignes, et j'étais fière d'appartenir à leur groupe. Je ressentais pour eux une fraternité merveilleusement douce et généreuse. Alors, Claudine, pourquoi est-ce que la présence d'Hervé Guibert et notamment de son époux ce soir donne vraiment sens aussi à votre travail? Parce qu'on a vu beaucoup de chiffres depuis tout à l'heure. Pourquoi avoir intégré les artistes dans ces vignettes? Parce que d'abord, le VIH, c'est pas que la maladie, c'est même si c'est aussi toutes les choses qui ont été produites dans l'art. Et comme je disais tout à l'heure, Hervé Guibert fut vraiment quelqu'un incontournable dans la littérature sur le VIH. Il y en a eu d'autres, mais il y en a qui racontent les 30 ans, les 40 ans et peut-être les 50 plus tard. Mais lui, il a raconté son histoire et plutôt très bien écrit, donc je pense que c'est vraiment un témoignage de cette époque-là qui fut terrible. On sent qu'il écrit des mots que parfois vous n'avez pas l'art, peut-être de dire, on est plutôt dans du factuel. Alors justement, Christine, pourquoi avoir répondu à l'invitation ce soir? Je crois que, d'abord, je suis une survivante, donc peut-être transmettre cette œuvre-là, dont je fais partie quelque part. Je me suis rendu compte un peu tard, mais enfin, je m'en suis rendu compte. Et voilà, oui, pour faire aussi un peu comme les anciens combattants, quand on a vécu une guerre. On a des souvenirs de deuil énormes, mais en même temps, c'était notre vie, c'était notre jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier, c'était des gens très très jeunes qui mouraient. Et oui, c'était pour toutes ces raisons. Et puis je voudrais dire, parallèlement à ça, à Strasbourg, il y a une très très belle exposition qui s'appelle « Au temps du sida », au pluriel, qui retrace un peu ce que vous dites, mais vu par les artistes aussi. Voilà, c'est jusqu'en février. Eh bien, profitez-en. Merci beaucoup pour ce message et toute cette poésie que vous amenez aussi ce soir.